Bonjour à tous. Moi c'est Alexandre. Du coup, je suis un ingénieur thermique chez FISA et je m'occupe aussi de tout ce qui est formation et support sur le photovoltaïque, notamment sur PV Sol. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect PV Sol Premium et je vais vous présenter comment on rentre un projet en autoconsommation dans PV Sol. Le but de ce zoom est de voir le cheminement de la réalisation d'un projet en autoconsommation de A à Z, sans rentrer forcément dans les détails spécifiques de chaque fonctionnalité du logiciel. Donc, tout d'abord, je vais vous faire des petits rappels sur PVSol Premium pour savoir ce qu'il est capable de faire. Et ensuite, on va rentrer dans le logiciel pour voir le cheminement de saisie d'un projet en autoconsommation. Donc, des rappels sur PVSol Premium. PVSol Premium est un logiciel d'études solaires qui est assez complet et il permet de faire une étude solaire assez détaillée. J'appelle une étude solaire détaillée dans le sens où il permet de rentrer tout ce qui est généralité technique et administrative de notre projet. Il permet également de configurer l'installation, tout ce qui est consommation, modèle de module, modèle d'onduleur, comment les modules et les onduleurs sont raccordés, plan de câblage, tout ce qui est schéma de câblage unifilaire, et calcul de perte par câblage, et tout ce qui est étude de rentabilité de notre installation. Et toutes ces informations que l'on a rentrées et qu'il a calculées seront reportées sur un rapport assez complet et détaillé que l'on peut personnaliser soi-même. Donc, dans PVSol, dans PVSol Premium, il y a deux options quand on fait une étude en solaire. On peut faire une étude en 2D ou une étude en 3D. L'utilité de l'étude 2D, c'est la rapidité d'exécution dans PVSol. En général, quand on fait une étude 2D, on est en stade de faisabilité et on va essayer de sortir des premiers résultats pour présenter des premières estimations de produits cibles dans notre projet. Alors que l'avantage de la 3D comparé à la 2D, c'est que on va venir détailler notre installation on va venir détailler cette installation, ce projet. On va avoir des résultats plus précis qu'en 2D, notamment parce que en 3D, on utilise l'ombrage proche en plus de l'ombrage lointain, alors qu'en 2D, il n'y a que l'ombrage lointain qui est représenté dans un projet en 2D. On va avoir également en 3D tout ce qui est rendu graphique, calpinage, raccordement, visualisation du raccordement directement sur notre projet. Un plan de câblage détaillé où on voit les lignes de string passer sur notre toiture ou sur notre installation. Et on peut également visualiser l'ombrage proche ainsi qu'un ombrage réel pour avoir un rendu réel sur notre installation de l'ombrage en fonction de la période de l'année et de la hauteur du soleil. Le seul bémol d'un calcul 3D par rapport à 2D, c'est la réalisation et le calcul est un peu plus long qu'en 2D parce que le projet est beaucoup plus poussé en 3D. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans PVSol et je vais vous montrer comment on saisit un projet en autoconsommation via l'aspect 3D dans PVSol. Donc, je vais quitter ma présentation et on va rentrer directement dans le logiciel. Alors, dans PVSol, ce qui est pratique, c'est que c'est un logiciel assez intuitif et ce qui est bien, c'est qu'il faut suivre les onglets pour réaliser son installation. Rentrer les données dans l'ordre onglet par onglet. Par exemple, dans le premier onglet, on va rentrer tout ce qui est données administratives qui seront reportées sur le rapport à la fin et date de prise en service. Ensuite, dans le deuxième onglet, on va rentrer dans les généralités techniques de notre projet, notamment en choisissant notre type de système. Si on est en revente totale, autoconsommation avec batterie de stockage, autoconsommation avec véhicule électrique, etc., etc. Vous voyez qu'il y a énormément de choix de types de systèmes possibles. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'être en autoconsommation. Du coup, je me règle sur le schéma d'autoconsommation pour cette étude. Ensuite, je vais utiliser la 3D pour faire mon projet d'autoconsommation globale.
Du coup, je laisse cocher la planification 3D. Maintenant, un paramètre qui est assez important, c'est de définir un site météo de notre projet. Sur quelles données climatiques on s'appuie pour pouvoir le réaliser. Soit on utilise des bases de données météo globales avec des sites de référence, sachant qu'ils utilisent Météonorm, qui est une base de données météo assez complète au niveau site de référence. Soit si on ne veut pas utiliser un site de référence, mais avoir l'adresse exacte de notre projet, on peut venir créer soi-même son site météo. Alors, il nous ouvre une autre fenêtre qui nous permet de rentrer l'adresse de notre projet. Par exemple, ici, je vais vous rentrer une adresse pour le projet d'aujourd'hui. Hop. De là, je fais début et il va me mettre sur l'adresse. Moi, le bâtiment que je veux calpiner, c'est celui-ci. Du coup, je vais cliquer dessus et il va me créer le site météo. Et reprendre toutes les données d'ensoleillement de ce site-là. Et de température moyenne. Ensuite, ce qui est important, c'est de suivre bien sûr la trame. Et ici, on va rentrer tout ce qui est paramètres réseau. Si notre réseau il est en monophasé, triphasé, si on a un COSFI au niveau du réseau, la réduction d'émissions de CO2, etc. C'est ici qu'on vient rentrer les paramètres généraux liés au réseau. Une fois ces paramètres réalisés, en autoconsommation, il faut qu'on rentre nos consommations. Alors, il y a plusieurs moyens de faire pour la consommation en tant que telle. On peut rentrer sur PVSol, on peut insérer un fichier CSV qui est un fichier à pas de temps 10 minutes, par exemple. Si le client il a un compteur chez Enedis et qu'il a un compte Enedis, il peut voir ses propres consommations toutes les 10 minutes à pas de temps sur une année. Et en fait, ce fichier fourni directement sur le site Enedis permet PVSol permet de l'insérer, tout simplement, en utilisant cette fonctionnalité-ci. Aujourd'hui, je n'ai pas de fichier CSV à importer directement. Du coup, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que cela. Mais il faut savoir que dès que vous avez un fichier pas de temps, vous pouvez calibrer sur PVSol les données pour pouvoir l'insérer. Deuxième moyen de faire pour les consommations, c'est de charger un profil, de créer son profil de distribution. Et en fait, ce qui est bien, c'est que à partir de ce profil-là, on peut venir détailler ses consommations. Par exemple, ici, en laissant les valeurs les plus simples, on peut donner des valeurs en pourcentage par rapport à la consommation annuelle de notre pic de consommation pour avoir une évolution de cette consommation mois par mois. Du coup, pour vous prendre un exemple, imaginez que vous avez des factures mensuelles d'électricité et en fait, ces factures mensuelles d'électricité, si vous faites le total, vous avez du coup un total annuel et derrière, en fait, vous rentrez le pourcentage comparé à ce total annuel pour avoir la distribution sur l'année de vos consos à partir des factures. Sachant que le logiciel peut aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'il permet également, en plus d'avoir une répartition sur l'année, on peut avoir une répartition, donner une consommation type en journée. Là, par défaut, il va vous mettre toujours la même valeur en constant, ça veut dire que l'on consomme à 1h du matin ou à 15h de l'après-midi, par défaut, ça va rester constant, c'est la même consommation. Mais derrière, en changeant les pourcentages, vous pouvez, sur une journée, estimer des pics de consommation, dire que la nuit, par exemple, on consomme pas énormément et que le plus gros des consommations, c'est vers 15-16 heures, par exemple. Ou personnaliser comme bon vous semble. Oui. Sachant que là, en laissant cette configuration-là, c'est la configuration la plus simple. Bien sûr, PVSol permet de détailler également en venant cocher les options qui sont au-dessus. Par exemple, si on a une distribution, une répartition de la consommation
en journée ouvrée qui est différente du week-end, on peut venir cocher la première case pour donner des profils de consommation la semaine et le week-end. Sachant que l'on peut faire pareil si on a des saisons différentes, en hiver, en été, en mi-saison. Qu'on peut également donner, on peut aller définir des périodes de vacances où la consommation serait également différente. Et on peut également changer la consommation toutes les semaines si besoin, pour avoir une distribution vraiment détaillée. Moi, dans mon exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un fichier que j'avais déjà calibré. Alors, il faut que je le retrouve dans la liste. J'avais pris une distribution comme celle-ci, par exemple. Alors, c'est pour une petite maison individuelle, un petit projet qui est en exemple où j'ai défini moi-même la distribution sur la journée et sur l'année. En fait, ce qui reste à faire une fois que vous l'avez défini, c'est de rentrer le besoin annuel ici, qui est le total de vos factures mensuelles. Par exemple, dans mon projet, sur l'année, je vais consommer 12 158 kWh en tout. Et je vais faire OK pour le charger. Sachant que là, j'ai rentré une seule conso, mais si vous avez plusieurs bâtiments d'affilée qui ont des consos différentes et que vous avez une grosse install pour ces différents bâtiments, vous pouvez cumuler les consommations sur cette page-là pour qu'ils traitent de manière globale l'ensemble des consommations avec votre installation. Une fois qu'on a rentré les consos, on va venir calpiner notre bâtiment en 3D. Alors, pour calpiner, en fait, on a plusieurs options. Pour la 3D, on a l'option, on part d'une surface libre au sol où il n'y a rien défini. On peut venir renseigner directement des bâtiments types en insérant des bâtiments types sur la carte. On peut venir importer des modèles 3D et on peut se baser sur des plans et des fonds de cartes et des sites météo, justement. Moi, dans mon exemple aujourd'hui, je vais me baser sur mon fond de carte météo Google Satellite et je vais venir créer mon bâtiment à partir de ce fond de carte là. Cette fois-ci, il accepte. Il fallait que je redémarre le PV Sol parce qu'il a eu un problème avec l'affichage. Alors, je vais me remettre en Google Satellite. Et là, on revoit le bâtiment que l'on a configuré sur notre site météo. Du coup, je vais zoomer un peu parce que c'est ce bâtiment-là que je veux calpiner. Et je vais faire sélectionner. De là, il m'importe la carte et il me fait l'échelle automatiquement. Sachant que quand on apporte une carte de Google Satellite, il reprend l'échelle au niveau de la taille et au niveau de l'orientation, il va vous mettre le plein sud en bas. Il prend les caractéristiques de Google Satellite. Du coup, je fais un départ et il m'importe mon fond de carte. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est faire le bâtiment et calpiner dessus. Du coup, je vais utiliser les outils de la 3D pour faire mon bâtiment, dessiner les contours de mon rampant que je rends perpendiculaire. Ensuite, ce qui est bien dans PV Sol, c'est que quand on dessine un rampant, on peut dessiner l'arête au milieu en plus du contour pour qu'il m'extrude l'arête en même temps. Du coup, quand j'ai extrudé le bâtiment, il va reconnaître directement que c'est un rampant. Du coup, je vais le configurer en lui disant qu'il fait 5 mètres de haut et que la toiture ne fait pas 45 degrés mais 30 degrés par exemple. Sachant qu'on peut aller plus loin ici, si on n'est pas d'accord avec la longueur de la figure, si on n'est pas à 18 mètres 923 mais 19 mètres par exemple, on peut venir changer les côtes, bien sûr. Et 9 mètres de profondeur par exemple. Et de là, en fait, avec le fond de plan, on le voit pas, mais si on passe un peu en perspective, bon, je reviens au terrain, vous voyez que il m'a dessiné mon bâtiment en 3D. Sachant que là, la maison est relativement isolée, du coup, il n'y a pas d'autres bâtiments ou d'autres arbres qui viennent faire de l'ombrage proche à mon bâtiment. Mais si c'était le cas, il faudrait dessiner les bâtiments proches qui pourraient faire de l'ombre à ce bâtiment-là.
pour qu'il calcule l'ombrage proche, tout simplement. Maintenant, avant de calpiner et de rentrer les éléments de ma toiture, la première chose que j'ai l'habitude de faire, c'est de rentrer mon ombrage lointain. L'ombrage lointain, il vous ouvre un diagramme solaire. Alors, soit vous les rentrez en ayant calculé les angles du diagramme solaire, ou soit vous pouvez charger directement à partir du site météo. L'ombrage lointain, j'appelle ombrage lointain l'ombrage dû au relief qui est autour. Si vous êtes par exemple dans une cuve, sur les extrémités, il peut avoir certains reflets d'ombrage sur le bâtiment. C'est ce relief-là qui est représenté à travers de ce diagramme que je viens de définir ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut venir activer la face sur laquelle on veut travailler et mettre des panneaux. Par exemple, je vais activer cette face-là. Il nous fait un zoom sur la face sur laquelle on va travailler. Et maintenant, on va pouvoir mettre les éléments qui font de l'ombrage proche, définir des surfaces interdites, mettre des fenêtres et calpiner dessus et faire le raccordement. Par exemple, ici, vous avez des rayures que vous pouvez configurer pour dire, par exemple, à 30 cm du bord de la toiture, je ne calpine pas. Et du coup, il permet de changer, de définir des épaisseurs. Ensuite, par exemple, si je veux renseigner des fenêtres qui sont là, on peut venir les importer tout simplement pour faire des éléments de toiture. Sachant que on peut venir à tout moment changer la largeur et la hauteur au besoin et également changer les distances. Ensuite, ce qui est pratique également, c'est qu'on peut dessiner des zones dites interdites. C'est des zones où on interdit au logiciel de mettre des panneaux dessus. Si vous avez quelconque élément qui empêche de mettre des panneaux dessus, on peut venir le définir comme ceci. Sachant que également, vu qu'on a l'importation des fenêtres ou l'importation de cheminées, si vous avez d'autres éléments que fenêtres ou cheminées, rien ne vous empêche de dessiner sur votre toiture pour dessiner un élément qui fait du volume et de l'extruder derrière pour faire de l'ombrage proche. Ça, c'est pour tout ce qui est design de toiture, éléments qui pouvant générer de l'ombrage proche. Par exemple, moi, dans le projet, je vais vous mettre une petite cheminée pour vous montrer l'impact de l'ombrage dans mon projet. Je vais mettre 0,5 par 2 mètres pour histoire de dire qu'elle fait de l'ombrage. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir calpiner ma toiture. Alors, pour calpiner ma toiture, je vais définir mon modèle de module que je vais utiliser. Par exemple, ici, je veux utiliser du Trina Solar pour l'exemple. Du coup, je choisis ma marque de module et me met ici le modèle qu'on a pris, sachant qu'on peut venir calpiner debout ou couché. Ensuite, vous avez plusieurs moyens de calpinage. Moi, je vais utiliser l'étendue, par exemple, pour dessiner sur ma toiture les modules que je veux utiliser, où je veux calpiner les zones. Vous voyez, je dessine la zone où je veux calpiner mes modules. Par exemple, on est sur un petit particulier, on est aux alentours, on va dire que sur ce projet, on est aux alentours des 6 kW crête. On veut calpiner autour de 6 kW crête, ce qui me fait un total de 16 modules sur la toiture. Maintenant, sachez que, en plus, vu qu'on est en 3D, on peut faire le calcul de l'ombrage proche. Là, je viens de vous lancer un calcul d'ombrage. En fait, il va calculer des pourcentages et ces pourcentages, c'est les pourcentages de perte dus à votre ombrage proche. Par exemple, là, on voit que la cheminée impacte ce module-là au niveau de l'ombrage. Sachant que 9,4%, ça veut dire que sur une année, vous avez 9,4% de votre module qui est totalement à l'ombre, par exemple. Du coup, c'est assez pratique pour réaliser cet ombrage. Sachant qu'à chaque étape du projet, on peut venir faire des captures d'écran qui seront reportées sur le rapport pour plus de facilité. Là, je vous en fais une pour l'exemple, mais sachez qu'à chaque étape, vous voyez que c'est dispatché sous forme de titre.
vous pouvez prendre une capture pour avoir un visuel. Du coup, à chaque moment quand vous faites votre projet. Maintenant que j'ai fait un calcul d'ombrage proche, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon raccordement. Donc, j'ai placé mes modules, je veux raccorder ces modules-là. Du coup, je vais dans raccordement des modules et je lance l'outil de raccordement. Il va m'ouvrir la Bible des onduleurs, comme ceci, et à partir de cette Bible d'onduleurs, je vais venir choisir ici les onduleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Sachant que moi, j'aime bien sectionner toute la gamme Huawei, par exemple, parce que plus j'ai d'onduleurs, plus il va me donner de configurations différentes, en fait. Tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien avoir une énorme sélection. Du coup, une fois qu'on les a sélectionnés, ici, vous met le nombre de sélectionnés et le nombre d'adaptés au projet. Et ensuite, je vais faire un suggéré raccordement. Là, par exemple, le meilleur raccordement qui m'est trouvé, c'est deux onduleurs de 3 KTL, chacun avec un MPP et une string de 4 modules en série. Sachant que ici, si la config ne me plaît pas par le calcul, on peut lui demander de me lancer tous les calculs. Sachant que moi, par exemple, dans ce projet-là, je veux pas deux onduleurs, je veux un onduleur pour la face. Pour une question de rentabilité derrière. Du coup, je vais mettre la configuration avec un onduleur 6KTL, où il a réparti sur deux strings différentes du module entier. Ce qui est bien avec la 3D, c'est que une fois qu'on a choisi notre configuration, il va nous l'afficher au niveau graphique quand on revient dans l'aspect 3D. Selon des codes d'annotation et des codes couleurs, il va vous dire l'ordre de calpinage. Par exemple, le premier chiffre, c'est le numéro de l'onduleur, le deuxième chiffre, le numéro du MPP, le troisième, le numéro de la string, et le dernier, le numéro du module. Et en fait, si on suit ici, il va calpiner en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le premier MPP. Sur le deuxième MPP, il commence ici et il fait la même chose. Sachant que ces configs-là, on peut venir les modifier globalement ou globalement avec ces trois boutons-là, en disant on commence en bas à gauche, on calpine de façon horizontale, ou si on calpine de manière à faire du lacet, là il va faire de 1 à 8 vers le bas et va remonter de 1 à 8 de l'autre côté. Sachant que derrière, il y a moyen d'optimiser encore le placement à la main en faisant interchanger les modules, l'emplacement des modules ici, pour avoir le calpinage optimisé, idéal que l'on veut. Bien sûr, vous pouvez prendre également une capture d'écran de ce raccordement-là pour le mettre sur le rapport. Et vous pouvez également voir le plan de câblage qui lui sera directement sur le rapport. Et ce plan de câblage vous montre les strings, comment la string est disposée comment il a disposé les strings dans la config. Sachant que vous pouvez rajouter tout type de connectiques sur le schéma de câblage ici. Tout ce qui est passe-câble, boîtier de couplage, etc., boîtier de connexion si besoin. Ou vous pouvez également effacer tous les strings, les deux strings pour revenir les redessiner derrière, au besoin. Du coup, une fois qu'on a fini tous ces paramètres-là sur la 3D, on peut venir appliquer les données pour revenir dans PVSol. Du coup, il nous réapplique notre projet ici. Et on passe à l'étape suivante, qui est un deuxième schéma de câblage. Alors, le deuxième schéma de câblage, comparé au premier, c'est que le premier montre les strings, comment les modules sont reliés entre eux. Le schéma de câblage après la 3D permet de faire le raccordement, de spécifier les éléments de sécurité au niveau de raccordement entre les modules et l'onduleur, et entre l'onduleur et les compteurs. Le schéma de câblage se dispose comme ceci par défaut, parce que je suis en autoconsommation, il me met un schéma standard, sachant que dans le schéma de câblage, ici, dans chaque paragraphe, ça marche par code couleur, tout simplement. Et en fait, selon le code couleur, vous pouvez rajouter différents éléments, interrupteurs, fusibles, etc. pour spécifier soi-même
son schéma de câblage et réaliser un schéma de câblage assez précis. Sachant que en plus des symboliques ici, vous pouvez renseigner dans info les éléments pour définir votre symbolique en plus en dessous. Par exemple, là, disjoncteur, j'ai mis 5 ampères. Sachant que vous pouvez faire la même chose pour chaque partie du câblage. Ce qui est bien avec le câblage schéma de câblage unifilaire également, c'est de pouvoir détailler et venir dimensionner ces longueurs de câblage. Par exemple, ici, on peut lui donner une longueur de câble, 20 mètres par exemple, ça va être la longueur de câble entre l'entrée onduleur partie AC et le compteur, par exemple. Si je peux mettre 20 mètres par exemple, et derrière, avec la petite calculatrice, il me redimensionne la section pour avoir une perte de câble inférieure à 1%, ou une perte de câblage la plus basse possible. Par exemple ici, il m'a trouvé une section de 10 mm². Bien sûr, là j'ai fait la partie AC pour avoir la perte de la partie AC, mais on peut également dimensionner sur la partie DC ici. Par exemple, je peux vous mettre un petit 30 mètres, il va me mettre 2 mm² de section, sachant que je vais appliquer le même résultat sur les deux strings, pour avoir des pertes de câblage de la partie DC également. Ici, il vous met la perte de câblage pour l'onduleur et pour tout le projet. Si vous avez plusieurs onduleurs, il va vous moduler sur tout le projet. Bien sûr, une fois que vous avez défini les éléments du schéma de câblage ici, vous retrouvez sur la page d'après le plan de câblage détaillé avec la cartouche, avec les infos en dessous, le schéma de câblage détaillé, avec la légende au-dessus. Ce schéma de câblage-là est également reporté sur le rapport à la fin, pour possibilité. Sachant que vous pouvez l'exporter également avant, si vous en avez besoin, avant de produire le rapport. Et enfin, on a l'étude de rentabilité. Alors, on va définir nos différents tarifs de revente et le tarif d'achat d'électricité dans notre projet. Ici, j'ai créé un nouveau tarif pour créer mon tarif de revente. Et je vais renseigner dans ce tableau-ci ma grille tarifaire. Sachant que on commence entre 0 et 3 kW crête, puis après on a un tarif entre 3 et 9 kW crête, puis entre 9 et 36, entre 36 et 100, et après on a 100 et plus. Donc ici on peut définir en fonction de la puissance crête de notre installation un tarif adapté. Du coup, moi, je vais prendre les tarifs d'autoconsommation entre le 1er novembre et le 31 janvier 2024, parce qu'ils sont pas, c'est la dernière mise à jour qu'il y a eu. J'ai pas les valeurs pour le deuxième trimestre encore. Du coup, je vais renseigner ces valeurs-là. Par exemple, ici, je vais renseigner les 13 centimes du kilowattheure et ensuite les 8 centimes du kilowattheure dans mon projet. Du coup, ici, on va renseigner les différents tarifs au niveau de la grille tarifaire. On est à 0,13 jusque là, et ensuite on est à 0,078 € du kilowattheure. Du coup, ça nous permet de rentrer notre tarif de revente. Une fois qu'on a défini ce tarif de revente, bien sûr, on le sélectionne et on supprime le tarif qui était là par défaut. Ensuite, je vais venir faire la même chose, mais pour le tarif lié à la consommation. Vu qu'on est en autoconsommation, on a un tarif d'achat au réseau. Du coup, je vais venir créer un tarif également, nouveau tarif, que je vais mettre selon EDF. Et je vais renseigner le tarif de dû à mes consommations. Tarif HPHC. Alors, j'appelle HPHC parce que ici, je vais renseigner un tarif heure creuse, heure pleine sans abonnement. Ici, c'est pour renseigner les différents abonnements si on en a un en euros par mois ou en euros par an. Et ici, on peut venir définir les périodes tarifaires
correspondant à l'heure creuse et à l'heure pleine. Heure creuse et heure pleine. Mes heures pleines, je vais les faire durer de 8h à 20h par exemple. Et mes heures creuses, je vais les faire le reste du temps. Alors 8 à 20, ça fait 12. On est bon. Ensuite, je vais renseigner mes deux tarifs ici en me basant sur les tarifs d'EDF en heure creuse, heure pleine. Par exemple, je vais prendre pour du CKVA, je vais prendre le 20 centimes pour l'heure creuse et le 27 centimes pour l'heure pleine. Alors, on a 0.2068 pour l'heure creuse et 0.27 pour l'heure pleine. Et ensuite, une fois que j'ai renseigné ce tarif-là, je vais rentrer dans mon investissement. Je vais considérer une période de simulation de 20 ans pour ma simulation. Je vais renseigner un taux un intérêt du capital équivalent à 0. Et je vais renseigner mon bilan des frais. Alors, pour l'installation ici, qui est une installation fictive, c'est un exemple, je vais estimer tout mon investissement, parce que je n'ai pas le détail de chaque prix dans l'étude que je vous montre aujourd'hui. Je vais dire que mon installation fait environ 1300 € du kilowatt-crête pour une première approche de l'étude financière. Ensuite, ici, je vais renseigner ma prime d'autoconsommation. C'est ici qu'on vient renseigner tout ce qui est prime subvention due à notre projet. Du coup, vu qu'on a une prime d'autoconsommation selon la puissance crête, je viens la renseigner ici. Cette prime pour 6 kW crête équivaut à 280 € par kW crête, selon les tarifs qu'on a vus précédemment. Ensuite, ici, on peut venir saisir en détaillé les coûts d'exploitation. Par exemple, on peut dire qu'on doit payer une assurance. C'est tout ce qui est frais annuels, que ce soit l'assurance, l'entretien, prix du compteur, etc., etc. Sachant que chaque élément de la rentabilité, on peut venir le détailler soi-même, au besoin. Du coup, je renseigne mes prix, ici. Il me fait un total annuel. Et ensuite, je passe à tout ce qui est financement. Je ne vais pas simuler de crédit. Et au niveau des impôts, je vais prendre des impôts, mais assez faibles pour du 6 kW crête. Je vais prendre 13% par exemple. C'est juste un exemple, hein, c'est pas la vraie valeur. Faut que ça dépend de l'installation. Et si le client si c'était un projet industriel, le taux d'imposition ici s'élèverait plutôt entre 20 et 25%, pour information. Et ici, si on a décidé d'amortir, je décide d'amortir sur la période de simulation de 20 ans, de façon linéaire. Une fois qu'on a rentré tous ces paramètres de manière complète, on peut lancer notre calcul derrière. Et derrière, il va nous donner un aperçu, un premier aperçu ici, qui permet de voir si notre installation est dans les clous. Là, on peut voir que sur les mois de janvier et mois de décembre, notre installation peine à produire de l'énergie PV. Comparé aux consommations qui sont en dessous, vous voyez que notre installation a du mal à compenser. On est beaucoup obligé d'acheter au réseau. Ensuite, si on peut voir on veut voir l'utilisation de l'énergie PV, on voit que notre installation photovoltaïque, il y a une grosse partie qui est autoconsommée et il y a que très peu de parties revendues en surplus ici. Du coup, cette installation-là, on serait presque de l'ordre de l'autoconsommation totale, même si là, j'ai configuré dans ce projet une autoconsommation avec revente de surplus. Et
Ensuite, ce qui est bien également dans l'aperçu, c'est qu'on peut venir regarder notre bilan financier ici pour voir à partir de quand nous sommes rentables, le cash flow cumulé ici. Sachant que dans le flux de trésorerie, il vous met tout le détail de votre bilan financier. Sachant que ici, nous sommes rentables entre 5 et 6 ans. Parce qu'on passe en positif à partir au niveau du cash flow cumulé. Ce cash flow cumulé, pour avoir une vue, un visuel plus graphique, il vous donne un diagramme vous représentant votre cash flow cumulé pour que ça soit plus lisible également. Pour dire ici, entre les 5 et 6 ans, nous devenons rentables. Et toutes les données du coup calculées et toutes les infos que l'on a rentrées se retrouvent sur notre rapport, que l'on peut venir personnaliser et filtrer les éléments. On peut filtrer les éléments que l'on veut pas sur le rapport pour avoir vraiment un dossier complet ou résumer un peu plus le dossier selon ce que l'on veut montrer. Du coup, je me mets en documentation. Le modèle documentation par défaut, c'est le modèle le plus complet où il va vous montrer toutes les informations que vous avez renseignées en fait dans le logiciel précédemment. Là, par exemple, sur la page de garde, il reprend toutes les données que l'on avait dans l'onglet administratif avec une photo de l'aperçu de notre étude 3D. Il vous redonne l'aperçu en dessous de votre maison. Il vous donne le schéma type de notre projet. Il vous donne les caractéristiques du rendement la première année, un résumé de la rentabilité également, la structure de l'installation, votre surface de module, avec le détail, c'est du Trina Solar, 16 modules Trina Solar inclinés à 30 degrés, etc. Il vous donne le détail vraiment de tout ce que vous avez rentré dans le logiciel. Le raccordement modulaire, ici, vous donne les résultats d'un point de vue de votre autoconsommation. J'aime bien ces petits diagrammes parce qu'ils sont assez parlants. Ici, il vous montre la consommation propre et la part revendue. C'est un peu le graphique en barre qu'on avait dans l'aperçu, mais sous forme de camembert ici. Où il vous donne la part d'autoconsommation ici à 75% sur ce que vous produisez totalement. Et la perte due à l'ombrage est de 5% en moyenne sur toute votre installation. Ici, il vous donne sur toute votre production et toutes vos consommations, ce qui est couvert par l'énergie PV et ce qui est revendu et ce qui est couvert par le réseau. Et du coup, le taux de couverture solaire ici. Je vous dis que c'est l'autosuffisance de votre installation. Votre installation, elle couvre 40% des besoins de votre bâtiment, tout simplement. Et donc, vous pouvez venir personnaliser ce rapport pour donner un résultat complet de votre étude en autoconsommation. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer, sachant que ici il vous remonte les strings au niveau plan de câblage, comme je vous l'avais dit, qu'on a rentré de la 3D, et ici la fameuse capture d'écran que j'avais pris de l'ombrage, par exemple.